L'air du manoir semblait s'être figé. Ce n'était pas le froid de l'hiver, mais le silence d'un lieu où la joie était morte. Le cri a tout brisé. Ce n'est pas Elias, le garçon, qui a crié. C'était l'infirmière, une femme grande et forte, qui pleurait et tremblait à présent, regardant le garçon de 4 ans sur le canapé en cuir blanc. Jonathan Caldwell, le père d'Elias, accourut. C'était un homme puissant, habitué à commander le monde, mais là, il n'était qu'un père voyant son fils s'éloigner. Quelques instants auparavant, l'infirmière tentait de lui donner un médicament, mais Elias, soudainement, était devenu rigide, pâle et froid. Pendant un instant, le corps du garçon avait semblé être abandonné. Il a arrêté de réagir, monsieur Caldwell. C'est comme s'il avait disparu, sanglota l'infirmière, montrant le garçon du doigt. Elias était là, parfait et beau, avec ses cheveux blonds clairs. Mais ses yeux, d'un bleu doux, regardaient vers un endroit qui n'existait pas. Depuis 4 ans, le diagnostic était toujours le même. Il ne voyait pas et ne parlait pas, vivant isolé dans une obscurité que les meilleurs médecins du monde ne parvenaient pas à comprendre. « Docteur, pourquoi mon fils ne me voit-il pas? Pourquoi ne m'écoute-t-il pas » demanda Jonathan, sa voix basse et pleine de douleur. Le nouveau médecin, un homme sérieux venant d'un pays lointain, secoua la tête. « Monsieur Caldwell, le problème n'est pas dans les yeux. C'est comme si son cerveau avait éteint la porte qui le relie au monde. Il est dans sa propre prison de silence. » Ce même jour de désespoir, la maison reçut une visite inattendue. Hélène Miller, la nouvelle gouvernante, une femme simple et gentille, avait dû amener sa fille, Amara, âgée de 5 ans. Amara était l'opposé du manoir, bavarde, pleine d'énergie et avec la peau sombre comme la nuit. Amara n'avait pas peur du silence et du luxe. Elle avait la simplicité de celle qui a grandi en jouant dans la rue, où l'on fabrique des jouets avec ce que l'on trouve. Pendant que sa mère conversait avec Jonathan, Amara se retrouva là où Elias était, seul, dans un fauteuil moelleux. Pour Amara, Elias n'était pas le garçon brisé. C'était juste un garçon assis. Elle s'approcha sans faire de bruit. Dans sa main, elle tenait un trésor, un petit morceau de bois poli, trouvé dans la rivière. Il ne valait rien pour les adultes, mais pour elle, il était magique. Elle s'agenouilla et, avec une attention que personne dans la maison n'avait démontrée, ouvrit la petite main d'Elias et y plaça le bois. Il se produisit ce à quoi personne ne s'attendait. Le corps d'Elias, toujours tendu, se détendit un peu. Et puis, ses doigts pâles se refermèrent lentement autour du bois. Un contact. Une prise. Sa première action réelle depuis longtemps. Le garde de sécurité, qui observait de loin, faillit laisser tomber sa radio. Mais Amara, la seule là-bas qui ne pensait pas à un miracle, remarqua quelque chose d'étrange. Quand elle retira sa main, Elias, tenant le bois, fit un mouvement minuscule. Ses yeux, qui étaient dits aveugles, se déplacèrent sur le côté, suivant l'ombre de la main d'Amara qui s'éloignait. Mouvement latéral. Un indice. Amara jurait qu'il avait suivi l'ombre pendant une seconde. Mais comment? Il était aveugle. Jonathan Caldwell, en voyant l'enregistrement du moment, sentit son cœur s'accélérer. Il ne vit pas le mouvement oculaire subtil, mais il vit la main se serrer. « Madame Miller, votre fille doit revenir demain. Tous les jours. Elle est la seule à s'être approchée de lui, » implora Jonathan. Hélène accepta, mais dit qu'Amara viendrait par amitié, pas pour de l'argent. Cette nuit-là, Jonathan regarda à nouveau les anciennes vidéos d'Elias. Il se fixa sur un jour, 2 ans auparavant, lorsqu'un fort éclair de soleil avait frappé le visage d'Elias. Tous avaient dit que la forte réaction de recul du garçon était un spasme. Mais, maintenant, le souvenir d'Amara le fit se questionner. S'il ne voit rien, pourquoi s'est-il défendu contre la lumière? Qu'a-t-il ressenti ce jour-là qui l'a tant effrayé? Le lendemain, Amara apporta de l'argile rouge, pétrie avec de l'eau. Elle ne la donna pas à Elias. Elle commença à faire des formes simples, comme un petit animal, et le laissa sentir la terre. Elias resta tranquille, mais l'odeur de terre mouillée sembla l'apaiser. Le moment de mystère survint lorsqu'Amara, les mains sales d'argile, les déplaça près du visage d'Elias. Il ne bougea pas, mais ses yeux, soudainement, firent un mouvement vertical, légèrement vers le haut, comme s'il essayait de se concentrer sur quelque chose. Amara était confuse. S'il était complètement aveugle, pourquoi ses yeux agissaient-ils comme s'il cherchait une référence d'où venait l'odeur et le toucher? Pour elle, c'était comme si Elias essayait de regarder, mais que quelque chose l'en empêchait. Le progrès d'Elias était la joie de Jonathan. Mais il y avait une autre paire d'yeux qui observait Amara et Elias. Vivian Caldwell, la belle-mère d'Elias, était belle, élégante, mais froide comme la glace. Elle s'était mariée avec Jonathan 1 an après le diagnostic d'Elias. Le regard de Vivian pour Amara n'était pas de la joie, mais de la peur et du mépris.
Elle était la seule qui semblait satisfaite du silence d'Elias et la seule à insister sur le fait que le diagnostic de cécité était définitif et que les enfants devaient être séparés. La petite est une distraction, Jonathan. Le silence est crucial pour sa guérison, dit-elle, sa voix douce, mais avec une pointe d'acier. Amara, avec sa simplicité, était en train de devenir la clé qui ouvrirait la porte de l'obscurité d'Elias. Mais, en même temps, elle était en train de déranger un secret que Vivian ferait tout pour garder caché. Si vous êtes absorbé par cette histoire de mystère et d'émotion, et que vous voulez découvrir ce que la petite Amara est sur le point de dévoiler, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. La vérité est plus proche que nous l'imaginons. La routine d'Amara dans le manoir n'était pas seulement un jeu, c'était une enquête silencieuse. Elle savait qu'Elias n'était pas simplement aveugle. Il était caché. Amara commença à utiliser des objets qui produisaient des bruits différents, comme de petites cloches et des boîtes de conserve avec des pierres. Elle remarqua qu'Elias bougeait et inclinait la tête vers le son, montrant que son audition était parfaite. Un jour, elle utilisa une feuille de papier journal. Elle la froissa et la défroissa près du visage d'Elias, créant un son sec et constant. Elias inclina la tête, suivant le son. Amara fit alors quelque chose de différent. Elle déplaça la feuille vers la droite. Elias suivit avec sa tête, mais, encore une fois, il essaya d'atteindre la feuille un peu derrière l'endroit où elle se trouvait. Amara comprit. Elias ne faisait pas que réagir au bruit, il essayait de localiser la feuille dans l'espace. Cela exigeait que le cerveau comprenne l'emplacement, ce qu'un aveugle total ne ferait pas. Il agissait comme quelqu'un qui voit, mais ne veut pas accepter ce qu'il voit. Pourquoi Elias serait-il si déterminé à ne pas regarder le monde? Jonathan, le père, était de plus en plus obsédé. L'espoir l'a rendu méfiant envers la science. Il appela son assistante de confiance, Eleanor, pour refaire l'histoire d'Elias. Il lui demanda d'oublier les médecins et de chercher des erreurs humaines. La première erreur était la première infirmière d'Elias, celle qui fut renvoyée après la peur avec le soleil. Jonathan se rappela que la femme avait été renvoyée pour s'être disputée au sujet de la santé d'Elias. Eleanor trouva l'ancienne note. L'infirmière a dit qu'Elias avait toussé du sang un jour après l'éclair de soleil, raconta Eleanor. Le médecin de famille avait dit que c'était juste un saignement de gencive et l'infirmière avait été renvoyée pour avoir été exagérée. Tousser du sang. Le détail était nouveau pour Jonathan et le choqua. C'était arrivé après la forte lumière. Le fait que le seul témoin ait été rapidement écarté souleva un grand soupçon. L'attitude de Vivian, la belle-mère, devint le point central. Elle commença à agir pour maintenir Amara loin d'Elias, de manière subtile, mais cruelle. Elle disait du mal d'Amara devant Hélène, l'appelant désordonnée et distraction bruyante. Le moment de forte émotion du bloc survint lorsqu'Amara jouait dans le jardin d'hiver avec un morceau de verre cassé. Elle l'utilisa pour faire danser un petit point de lumière sur le mur, comme un phare. Elias, qui était proche, tourna violemment la tête vers la lumière. Vivian entra dans la pièce. Elle ne sourit pas. Son visage se durcit. « Arrête ça, Amara. Elias est sensible à la lumière. La lumière lui fait mal. Ne touche plus à ces choses. Ta mère devrait faire plus attention à toi. » Sa voix était calme, mais pleine de colère contenue. Amara s'arrêta, effrayée. Mais son cerveau d'enfant relia les points. Sensible à la lumière. Ce n'est pas être aveugle. Un aveugle ne ressent pas de douleur avec la lumière. Ce que Vivian a dit semblait être la vérité qu'elle essayait de cacher. Vivian essayait de protéger Elias de la lumière, pas de l'obscurité. L'attitude de Vivian empira. Elle renvoya l'ancien cuisinier et embaucha un nouveau chef. Ce chef ne faisait que des purées et des bouillies sans goût, tout pareil. Vivian dit que c'était un régime spécial pour nerfs sensibles. Amara réalisa que Vivian enlevait à Elias le plaisir de la saveur et de la texture, la seule façon qu'il avait de sentir le monde au-delà du toucher. La première grande surprise arriva lorsque Jonathan questionna Vivian sur le fait qu'elle avait dit qu'Elias était sensible à la lumière. « Vivian, les médecins disent qu'il ne voit rien. Pourquoi as-tu dit que la lumière lui faisait mal ?» demanda Jonathan, en colère. Vivian n'hésita pas. Elle sourit et sortit un papier de sa poche. « J'ai dit ça pour simplifier, Jonathan. Le médecin a dit qu'une forte lumière peut déclencher des crises à cause du problème cérébral. C'est juste pour éloigner la petite des ennuis. » Le papier portait la signature d'un médecin. Vivian avait toujours un coup d'avance, avec une excuse parfaite. Jonathan se sentit mal d'avoir douté d'elle. Mais Eleanor, l'assistante, découvrit que le médecin qui avait signé le papier avait été engagé secrètement par Vivian et que le nouveau chef était un spécialiste de la cuisine sans texture, parfaite pour anéantir les sens.
Le mystère était clair. Amara utilisait la nature pour ouvrir le monde d'Elias, tandis que Vivian utilisait l'argent et les règles pour fermer le monde d'Elias, le maintenant prisonnier du silence et de l'obscurité artificielle. Vivian ne faisait pas que protéger Elias. Elle s'assurait qu'il reste aveugle et muet. Amara se déplaçait maintenant dans le manoir comme une espionne. Elle savait qu'elle devait prouver qu'Elias n'était pas aveugle dans le sens où tout le monde le disait, mais qu'il avait choisi le silence et l'obscurité pour une raison. Et Vivian s'assurait qu'il le reste. Amara laissa de côté les jeux simples et commença à planifier un grand test, quelque chose d'impossible à ignorer. Elle remarqua qu'Elias passait la plupart de son temps les yeux ouverts. S'il était vraiment aveugle, il n'aurait même pas besoin de les ouvrir. Il regardait le néant, mais ses yeux étaient prêts à voir. Le plan d'Amara était de créer un contraste visuel très fort, une image que son cerveau devrait enregistrer. Il lui fallait quelque chose de très clair et quelque chose de très sombre. La préparation se fit en secret. Amara commença à se rendre à l'arrière du manoir, où se trouvaient les chevaux. Elle demandait à sa mère de l'emmener voir les animaux et, cachée, elle ramassait des morceaux de charbon de la cheminée du forgeron. Le charbon était très noir. Elle gardait les morceaux dans un petit sac. Pendant qu'Amara préparait le test, Jonathan Caldwell ne pouvait s'empêcher d'enquêter sur Vivian. Ses excuses étaient bonnes, mais la peur dans ses yeux ne l'était pas. Eleanor, l'assistante, découvrit le troisième grand mystère. Vivian n'était pas riche. Elle était une ancienne employée d'une agence sociale qui, soudainement, était devenue riche. Eleanor trouva un paiement étrange effectué par Vivian à une entreprise de conseil médical avant qu'elle n'épouse Jonathan. Le nom du propriétaire de l'entreprise était Demetrius. Jonathan demanda à Eleanor d'enquêter. Demetrius n'était pas médecin. Il était un spécialiste pour trouver des défauts chez les héritiers, afin qu'ils puissent être déshérités. Vivian a engagé quelqu'un pour disqualifier Elias comme héritier pour des raisons de santé avant même de m'épouser? La suspicion de Jonathan se transforma en une panique froide. L'enquête de Jonathan coïncida avec le moment qu'Amara choisit pour son test. Le jour était l'anniversaire de Vivian. Le manoir serait rempli de personnes importantes, et Vivian serait occupée à être le centre d'attention. Le moment de forte émotion du bloc fut la conversation d'Amara avec sa mère. Amara avait besoin de 10 minutes seule avec Elias dans le jardin d'hiver, un endroit clair et ignoré par les invités. « Maman, j'ai besoin de 10 minutes. Seule. Je dois faire le test, » murmura Amara, serrant le sac de charbon. Madame Miller hésita. Elle avait peur de Vivian, mais sa foi en sa fille était plus grande. « Vas-y, mais sois rapide. Et fais attention, ma fille. » Elle ferait tout pour distraire les gardes du corps pendant un moment. Amara emmena Elias, dans son fauteuil roulant, au jardin d'hiver. Le soleil du matin entrait et créait des ombres fortes sur les murs blancs. Le test de contraste extrême était simple, mais choquant. Amara prit le morceau de charbon le plus noir et, avec beaucoup de soin, dessina une tache sombre et épaisse sur le front pâle d'Elias, juste entre les yeux. Le contraste était brutal. Elle s'éloigna et attendit. Elias ne bougea pas pendant un moment. Mais, soudain, son visage se tordit dans une expression de dégoût ou de malaise, et ses yeux, qui regardaient toujours le néant, se déplacèrent vers le bas, se concentrant sur la tache noire sur son front. Ce fut une concentration involontaire, une tentative du cerveau de voir ce qui se passait. La deuxième grande surprise arriva. Madame Miller, nerveuse à cause du temps, courut vers le jardin pour récupérer Amara. Elle ne vit pas le test. Elle vit Elias sale de charbon et cria de surprise. En tirant le fauteuil pour l'éloigner de là, elle cogna accidentellement la tête d'Elias contre le coin de la porte. L'impact fut léger, mais le choc fut grand. Elias laissa échapper un cri rauque et fort, un son que personne n'avait jamais entendu. Et puis, quelque chose qui semblait impossible se produisit. Il porta les deux mains à ses yeux, les frottant avec force, un réflexe de celui qui ressent une douleur soudaine et intense dans la vision. Amara avait la preuve. Elias n'était pas aveugle. Il se défendait de la vision et de la douleur, et l'impact accidentel avait brisé la barrière qu'il maintenait. Mais le choc n'était pas encore terminé. Le cri rauque d'Elias déchira le silence de la fête de Vivian, faisant taire le salon principal. Ce n'était pas le son d'un enfant malade, mais d'un enfant surpris et blessé. Le son était si fort qu'il semblait briser les coupes de cristal. Jonathan Caldwell était à proximité, portant un toast à Vivian, lorsque le cri résonna. Il se retourna, voyant l'agent de sécurité courir paniqué. Il se précipita vers le jardin d'hiver, le cœur battant d'une peur qui surpassait la douleur. Quand il arriva, il vit la scène. Madame Miller pâle, Elias dans le fauteuil avec la tache noire de charbon sur le front, se frottant désespérément les yeux. Il vit la réaction de douleur et de lumière dans les yeux d'Elias. « Que s'est-il passé ici »
cria Jonathan, s'agenouillant à côté de son fils. Madame Miller, en pleurs, tenta d'expliquer l'accident à la porte. Mais Tamara, le visage sérieux et les yeux brillants de colère et de triomphe, retint le bras de Jonathan. Père d'Elias, il n'est pas aveugle. J'ai dessiné ici, elle pointa le front sale d'Elias. Il a essayé de se concentrer. Il s'est blessé au coin, et là il a frotté ses yeux. Il a ressenti une douleur dans la vision. Il est caché, mais il voit. Jonathan regarda la tache noire, le contraste extrême, et se rappela de la peur d'Elias de la lumière forte des années auparavant. Il se rappela du mouvement qu'Amara avait vu, et de l'insistance de Vivian à annuler tous les sens du garçon. Le doute disparut. C'était la preuve que l'innocence d'Amara avait forcé. À ce moment, Vivian Caldwell arriva au jardin, élégante et furieuse, suivie d'un nuage d'invités curieux. Elle vit le charbon, le désordre, et le fils malade réagir. « Hélène. Amara. Qu'avez-vous fait? Vous l'avez sorti du silence, vous l'avez sali, vous l'avez blessé. Vous êtes renvoyé immédiatement. Jonathan, regarde ce que cet enfant irresponsable a fait à notre fils. » cria Vivian, sa voix forte et pleine d'autorité. Jonathan se leva lentement. Son expression n'était pas de la colère, mais d'un calme glacial. Il ne regarda pas son fils, ni Madame Miller. Il regarda directement Vivian. Il n'est plus malade, Vivian. Il est blessé. Et il réagit, dit Jonathan, la voix basse. Il a frotté ses yeux. Il a ressenti de la douleur avec l'impact et la lumière. Ce que les 23 médecins ont dit est un mensonge ou incomplet. Et vous le saviez. Le grand et choquant revirement brisa le salon. Vivian, qui était pleine de confiance, vacilla. Ne sois pas ridicule, Jonathan. Le trauma lui a causé un spasme. Tu es hystérique à cause de la petite, rétorqua-t-elle, essayant de forcer un sourire. Jonathan fit un pas en avant, sa voix était maintenant un tonnerre contrôlé. Je ne suis pas hystérique. Je suis calculateur. Éléanore. L'assistante de Jonathan, qui attendait près de la porte, entra, tenant une mince mallette. Vivian, continua Jonathan. Il y a 6 mois, vous avez engagé un homme appelé Démétrius. Il est spécialiste pour déshériter des héritiers pour des raisons de santé. Vous l'avez engagé 2 mois avant notre mariage. Vous ne m'épousiez pas par amour. Vous vous mariez pour la chance de devenir la gardienne de mon fils malade, pour contrôler ma fortune si quelque chose m'arrivait. Le visage de Vivian perdit toute couleur. Le silence revint, mais c'était un silence différent, le son de nombreuses vérités révélées en même temps. Vous avez falsifié le rapport du docteur Vogel sur la photosensibilité pour éloigner la seule chose qui pouvait prouver qu'Elias pouvait voir, la lumière forte. Vous avez engagé un chef pour annuler ses sens, pour le maintenir caché. Jonathan se pencha près d'elle, et le 4e mystère fut révélé avec la conclusion de la justice. La première infirmière renvoyée, celle qui a dit qu'Elias avait toussé du sang après l'éclair de soleil, elle a été menacée par vous et payée pour disparaître. Cet éclair de lumière, Vivian, n'était pas un spasme. C'était le signe d'une légère commotion. Elias était tombé et s'était cogné la tête. Les symptômes qui l'ont mené à la cécité n'étaient pas congénitaux. C'étaient les symptômes d'un trauma qu'il ne voulait pas traiter, un blocage psychologique causé par une grande peur ou une très grande douleur à la tête qui l'a fait rejeter le sens de la vision pour se protéger. Vivian regarda Elias, qui se frottait encore les yeux, et la vérité explosa de ses lèvres. Le trauma était votre accident de voiture, Jonathan. Elias était dans la voiture lorsque le chauffeur a eu le malaise. Il a vu l'impact. Le choc lui a fait cogner la tête sur le siège. Il n'a pas arrêté de voir. Il a choisi d'arrêter de voir pour ne plus ressentir la peur. Je voulais seulement maintenir le silence pour sa santé. Le mensonge accablant était celui de Vivian. Elle ne voulait pas la santé d'Elias. Elle voulait l'isolement. Vous avez omis l'accident au médecin. Vous saviez qu'il était effrayé, pas aveugle. Vous avez tout fait pour qu'il reste ainsi. La voix de Jonathan tremblait maintenant de dégoût. Jonathan n'attendit pas. Il activa l'alarme. Des agents de sécurité en uniforme envahirent le jardin d'hiver. Vivian Caldwell, vous êtes arrêté pour obstruction à la justice, subornation et tentative de fraude d'héritage, déclara Jonathan. La justice fut exécutée de manière complète. Vivian fut emmenée, criant qu'elle était victime d'un coup monté. Le salon principal était sous le choc. Madame Miller serrait Tamara dans ses bras, pleurant de soulagement et de peur. Jonathan retourna vers Elias. Le garçon, pour la première fois, n'était pas immobile. Il était toujours effrayé, pleurant doucement, mais ses yeux étaient mouillés de larmes. Il ne regardait plus le vide. Il regardait le sol,
où la lumière frappait. Jonathan s'agenouilla et, avec une attention qu'il n'avait jamais eue, essuya le charbon du front de son fils. Il murmura « Tout va bien, Elias. La peur est partie. Tu peux regarder maintenant. Tu peux regarder papa. » Le moment de forte émotion fut l'acte final d'Elias. Le garçon arrêta de pleurer. Lentement, avec l'incertitude de celui qui ouvre les yeux pour la première fois, il leva la tête. Son regard rencontra le visage de son père, et, même si c'étaient encore des yeux effrayés, ils se concentrèrent. La larme de Jonathan tomba sur la main d'Elias. Amara, les mains sales de charbon et le visage brillant de triomphe enfantin, vit ce que personne d'autre ne vit. Elias, pour la première fois en 4 ans, avait mis de côté l'obscurité. Il avait choisi de revenir. Et la clé fut la simplicité d'une enfant qui n'a pas accepté le mot « impossible ». Le départ bruyant de Vivian du manoir Caldwell apporta, finalement, la vraie paix. Non pas le silence forcé, mais le calme qui suit une grande tempête. Ce jour marqua la fin d'un mensonge et le début d'une nouvelle vie. Elias ne s'est pas réveillé guéri dans le sens de « tout est résolu ». Le trauma qui l'a poussé à se cacher était profond. Mais l'acte de se frotter les yeux et de se concentrer avait brisé la barrière de la peur. Il était revenu, même avec hésitation. Dans les jours qui ont suivi, Jonathan, avec l'aide d'Amara et de Madame Miller, a cherché la véritable aide. Il a appelé de nouveaux médecins, cette fois, des spécialistes en trauma infantile et en blocage psychologique, pas seulement en neurologie. Le nouveau diagnostic a confirmé la vérité découverte par Amara. Elias n'avait pas de cécité congénitale. Il souffrait de cécité hystérique ou cécité de conversion, une condition où, après un événement effrayant, l'accident de voiture et la légère commotion, l'esprit de l'enfant, pour se protéger de la peur et de la douleur de voir, décide de couper la vision. Elias était dans un état de défense totale. Le traitement, maintenant, n'était plus avec des machines coûteuses ou des médicaments, mais avec de la gentillesse, de la sécurité et de la reconnexion sensorielle. Amara est devenue le pont d'Elias vers le monde. Elle ne le pressait pas. Elle l'invitait. Au lieu du charbon, Amara utilisait le soleil de l'après-midi. Elle ne laissait pas la lumière frapper fort. Elle l'utilisait légèrement, pour créer des ombres douces sur les murs. Elle apprenait à Elias à jouer avec l'ombre, utilisant ses mains pour créer des formes contre la lumière. Le progrès d'Elias se faisait par petits pas. Dans la première semaine après l'arrestation de Vivian, Elias cligna des yeux au soleil. Pas par douleur, mais par réflexe. La semaine suivante, alors qu'Amara parlait du chien qu'elle voulait avoir, Elias, pour la première fois, sourit. Ce fut un sourire timide, qui ne dura qu'une seconde, mais c'était la preuve que la joie avait retrouvé son chemin. Le moment de forte émotion du bloc arriva 3 semaines plus tard. Amara était dans le jardin, apprenant à Elias à sentir l'odeur des fleurs. Elle était de dos à lui, décrivant le rouge de la rose. « C'est rouge, Elias. C'est la couleur du feu, mais c'est doux, » dit-elle. Soudain, Elias tendit la main. Non pas vers la rose, mais vers le bras d'Amara. Il la toucha, et ensuite, avec une voix rauque et rouillée par le long silence, il dit très doucement « Ma. » Ce n'était pas Amara, mais c'était le son de son nom. C'était le premier mot, le premier son volontaire et dirigé. Amara se retourna, les yeux écarquillés, et Jonathan, qui observait de loin, pleura ouvertement, sans honte. Le mot n'était pas seulement un son. C'était la preuve qu'Elias avait accepté le retour de la communication. Jonathan réalisa à quel point il avait appris. Il avait fait confiance à l'argent et à la science, alors que la vraie clé était dans l'humanité simple et l'acceptation d'Amara. Il reconnut l'erreur de vivre dans un monde de luxe froid. Il changea l'environnement du manoir. Les pièces gagnèrent plus de couleurs, de textures et moins de silence. Jonathan fit plus que juste payer à Madame Miller un salaire juste. Il acheta une meilleure maison pour Hélène et Amara, s'assurant qu'elles soient toujours proches, mais il leur fit comprendre que la plus grande richesse était l'amitié, pas l'argent. Elias, avec le temps, apprit à regarder. Il apprit à concentrer le monde qu'il avait rejeté. La tache de charbon sur le front avait été le moment où l'enfant en lui avait crié « Je refuse de rester caché ». La leçon morale de l'histoire est claire et puissante. La véritable obscurité de la vie ne réside pas toujours dans ce que nous ne pouvons pas voir, mais dans ce que nous refusons de regarder. Jonathan, l'homme le plus riche, était aveugle à la vérité juste sous son nez, acceptant la version la plus facile, la cécité incurable, au lieu de questionner. La méchanceté de Vivian s'est nourrie de ce luxe et de la complaisance. La guérison, cependant, ne vint pas d'un médecin célèbre, ni d'un chèque millionnaire. Elle vint d'une petite fille pauvre, avec la simplicité de la terre dans les mains et le courage de demander « Pourquoi ?» Amara ne vit pas une maladie.
Elle vit un enfant effrayé et offrit la seule chose qui guérit vraiment, la connexion humaine authentique et l'acceptation sans jugement. Le monde est rempli de personnes qui acceptent le diagnostic des « impossibles ». Mais, parfois, la vérité choquante est que l'impossible a juste besoin de quelqu'un qui refuse d'arrêter de toucher, de demander et d'aimer. Elias continua son voyage de récupération. Et Amara, la fillette noire qui a apporté la lumière au manoir, prouva que le cœur ouvert vaut plus que n'importe quelle fortune. Si cette histoire sur le pouvoir de l'amitié et la force de la vérité vous a ému, et que vous voulez continuer à voir des récits qui célèbrent la simplicité et la victoire sur l'impossible, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires.